Ils n'ont aucune nouvelle de Magali, 28 ans, jamais revenue de ses vacances en Martinique. Vendredi 17 décembre, en début d'après-midi, Magali part faire une randonnée sur la commune du Lorrain, dans le nord-est de l'île. Un sentier qui ne présente a priori aucune difficulté pour la jeune femme, très sportive. Après 16h30, plus aucune trace de Magali Méjean. C'est l'inconnu, c'est un cauchemar. Oui, tout à fait, c'est un cauchemar. Il y a sûrement quelqu'un, quelque part, en Martinique, qui sait. Hello, c'est Lionel, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une, voire même de deux affaires survenues à la Martinique. Je vais tout vous expliquer dans quelques instants. Mais avant toute chose, si vous aimez mon contenu, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en activant la cloche pour ne louper aucune vidéo. Merci à vous. On va faire comme d'habitude, on va commencer avec la présentation des faits et ensuite il y aura une partie commentaires et analyse. Commençons tout de suite avec la présentation des faits. On va partir à Ouistreham, une petite cité balnéaire près de Caen, en Normandie. Fin 2013, Magali Méjean a 28 ans. C'est une jeune femme décrite comme très épanouie, souriante, qui donne du bonheur et de la joie de vivre aux autres. Magali est très sportive et athlétique. Elle fait du ski, la natation et aussi des sports extrêmes. Côté professionnel, tout va bien pour Magali. Agent de la SNCF, Magali est responsable sécurité incendie à la gare Saint-Lazare de Paris. Magali suit les traces de son père, Eric, et elle veut devenir soldat du feu. Elle vient de réussir brillamment le concours difficile des officiers du corps des pompiers. Et elle doit intégrer une caserne à Reims, dans l'est de la France. Mais avant, Magali veut prendre un peu de vacances. Et elle a organisé un séjour sur l'île de la Martinique, aux Antilles. En effet, Magali a une amie là-bas, une amie originaire de Normandie elle aussi, qui réside à la Trinité, une commune sur la côte est de l'île, à environ 28 km de Fort-de-France, la capitale de la Martinique. Donc mi-décembre 2013, Magali arrive à la Martinique, cette petite île des Caraïbes qui est un département d'outre-mer. On y parle français, avec en plus une culture très riche, une nature luxuriante, des cocotiers. Je simplifie bien sûr, la Martinique recèle beaucoup d'autres qualités à découvrir. Donc Magali profite de ses vacances bien méritées qui doivent durer 8 jours. Il faut préciser que à partir de fin décembre, c'est la saison sèche aux Antilles, la météo est excellente, c'est le début de la haute saison touristique. Et beaucoup de Français quittent le froid de la métropole pour aller faire le plein de soleil là-bas. Comme je vous l'ai déjà dit, Magali est très sportive, c'est une excellente nageuse et c'est une jeune femme très dynamique. Elle adore bouger et le mardi 17 décembre, Magali et sa copine qui l'héberge décident d'aller faire une randonnée dans la nature. Le mardi matin, les deux jeunes femmes partent ainsi se balader ensemble. Tout se passe normalement et Magali est enchantée. Magali est quelqu'un de très enthousiaste, très positif. C'est la première fois qu'elle vient à la Martinique et elle a bien l'intention d'en profiter au maximum. Donc le mardi après-midi, Magali repart se balader, seule cette fois. Sa copine ne vient pas avec elle. Magali a envie d'aller se promener sur le sentier du littoral entre Sainte-Marie et Basse-Pointe, dans le nord de l'île. Magali est autonome parce qu'elle a loué une voiture, une Renault Clio. Donc Magali dit à sa copine qu'elle part et elles doivent se retrouver toutes les deux un peu plus tard dans la journée. Au moment de son départ, Magali porte la tenue suivante, un short lycra gris et un débardeur rose. Elle a également avec elle un sac, son téléphone portable, 2 appareils photo a priori et aussi une robe rose comme vêtement de rechange. Donc là les heures défilent et à un moment donné, la copine de Magali s'étonne de ne pas la voir revenir. Elle s'inquiète quoi. Est-ce qu'elle a un mauvais pressentiment? C'est possible parce qu'elle se rend à la gendarmerie pour signaler l'absence de sa copine. Et elle appelle aussi les parents de Magali. Et comme l'a dit son père Eric, ils comprennent tout de suite qu'il y a un gros problème. Parce que Magali est quelqu'un de très cadré, c'est quelqu'un de fiable et sérieux, c'est pas le genre de personne à s'éclipser sans donner de nouvelles. Selon Eric Méjean, le papa de Magali, la gendarmerie locale au départ ne semble pas trop s'affoler. Tout simplement parce que Magali est majeure. C'est malheureusement fréquent dans les affaires de disparition d'adultes. Vous le savez si vous suivez mon travail.
Il est vrai que théoriquement, Magali a tout à fait le droit de s'absenter, de partir en escapade sans prévenir quiconque. Bien entendu, les parents de Magali ne croient pas une seconde à une fugue. Ça n'a aucun sens. Magali est en vacances chez une copine, à son retour en France, elle doit démarrer l'emploi de ses rêves, elle n'a aucune raison de disparaître. Et puis ça ne lui ressemble pas du tout. Les gendarmes vont tout de même lancer des recherches pour tenter de retrouver la jeune femme. Ils vont utiliser un hélicoptère et survoler l'itinéraire qu'elle était censée prendre vers le nord de l'île. Et ils vont être assez bons là. Ils vont localiser la voiture de location de Magali, la fameuse Renault Clio. La Renault Clio est garée sur le parking de la Crabière, près du village du Lorrain. C'est à proximité du départ d'une randonnée, un sentier littoral qui remonte vers le nord jusqu'au village de Vivet. C'est une randonnée assez familiale, les enfants peuvent la faire à partir de l'âge de 6 ans. C'est un peu une promenade du dimanche, c'est bien balisé, on n'est pas au fin fond de la jungle. Il faut certes faire attention, mais ça n'est pas une randonnée d'une difficulté extrême. On passe près de champs, de bananeraies, on longe l'océan et on peut même admirer la montagne pelée à l'horizon. Donc les autorités fouillent le secteur, mais Magali est introuvable. La jeune femme avait emporté avec elle son téléphone portable, mais les gendarmes n'arrivent pas à le géolocaliser, car il est éteint. C'est une information qui est donnée dans la presse. Petit commentaire dit en passant, théoriquement, il est tout à fait possible de géolocaliser un téléphone portable, un GSM, même éteint. Mais pas quand la batterie est vide, par contre. À mon avis, c'était sûrement un problème de batterie, parce qu'en plus, Eric, le papa de Magali, a bien indiqué que Magali avait souvent des problèmes de batterie avec son téléphone. Donc on ne sait pas où est Magali, elle ne donne plus aucun signe de vie, et je ne vous raconte pas dans quel état sont ses proches, ses parents, son frère, et aussi tous ses amis. Les gendarmes envisagent que Magali ait eu un accident durant sa randonnée. Mais ça tient pas forcément la route. C'est pas sûr que Magali ait fait un malaise, parce que même s'il faisait chaud au moment de sa randonnée, Magali était en excellente condition physique, et voilà, elle pouvait supporter ce type d'effort. À la rigueur, une chute est plus envisageable. Mais bon, si Magali a glissé et tombé, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas trouvée? Et puis surtout, Magali avait son téléphone avec elle. Si elle a eu un problème, si elle s'est fait une fracture, elle avait peut-être quand même la possibilité d'appeler les secours. En parlant de la thèse de l'accident, signalons que 2 semaines avant la disparition de Magali, une autre personne s'est volatilisée à la Martinique. Le 30 novembre 2013, un trailer de 35 ans nommé Benoît Lagré, originaire de Rennes, a disparu sans laisser de traces dans une zone montagneuse et sauvage à l'ouest de l'île. Benoît Lagré s'entraînait seul pour un raid nature, la Transmartinique. Je reparlerai de Benoît à la fin parce que il se trouve que j'ai un rapport indirect avec cette affaire. Revenons à Magali. Ça fait maintenant presque 1 semaine qu'elle s'est évaporée à la Martinique et sa famille arrive sur place à la période de Noël. Eric, le papa de Magali, est amené par des amis sur le sentier où elle a a priori disparu. Et là, il s'étonne de ne voir aucun gendarme sur le sentier. Par contre, il y a des promeneurs. Il y a des promeneurs. Et la voiture de Magali, la voiture de location, est toujours sur le parking. Et Eric constate qu'il n'y a rien de balisé, rien n'a été gelé, et il trouve ça normal, quoi. Pompier à la retraite, Éric Méjean a eu l'habitude de travailler avec les forces de l'ordre et on lui a toujours dit que dans ce type d'affaires, il fallait geler et baliser les lieux. Et là, apparemment, rien n'a été fait. Autant vous dire que ce n'est pas la meilleure façon de préserver d'éventuels indices. À leur décharge, il faut dire quand même que les gendarmes de la Martinique manquent cruellement de moyens. Plus tard, on va même demander à Éric s'il peut dépêcher du personnel pour participer aux recherches. On lui demande de l'aide, quoi. Les gendarmes de la Martinique, malgré leurs faibles moyens, mènent quand même, apparemment, une enquête, et plusieurs témoins leur disent avoir croisé Magali vers 15h le jour de sa disparition. Magali aurait demandé son chemin à plusieurs personnes, elle aurait expliqué s'être égarée et essayé de revenir au parking, le parking de la Crabière, où était garée sa voiture. Pendant des semaines, les investigations continuent, mais elles ne produisent malheureusement aucun résultat. On ignore toujours où se trouve Magali et sa famille envisage le pire. Elle se demande si la jeune femme n'est pas séquestrée quelque part à la Martinique ou ailleurs. Les fêtes de fin d'année passent, on est désormais en 2014 et
le mystère de la disparition de Magali reste total. Jusqu'au 23 janvier 2014. Ce jour-là, le corps sans vie d'une jeune femme est retrouvé dans une ravine à Chalvet, dans le secteur de Basse-Pointe. Le cadavre est à environ 20 mètres en contrebas du sentier littoral. Et c'est le corps de Magali. On l'a retrouvé 5 semaines après sa disparition. Il est dans un état de décomposition avancé. Il est très dégradé à cause du climat tropical humide de l'île. Le bas de son corps est dénudé, sans short ni maillot. Pour la famille de Magali, c'est un choc. Son père et son frère retournent immédiatement en Martinique. Les autorités martiniquaises procèdent à une autopsie qui permet d'identifier formellement Magali grâce à son dossier dentaire. Mais les circonstances de son décès restent inconnues. Vu l'état du corps, il est compliqué d'obtenir la date précise du décès, même s'il semble relativement certain que cette date est proche de celle de la disparition. Le médecin légiste qui a examiné la dépouille de Magali a constaté des fractures sans qu'il soit possible de déterminer si elles étaient antérieures ou postérieures au décès. Les analyses toxicologiques n'ont mis en évidence aucune substance suspecte et on n'a trouvé aucune trace de violence sexuelle. Donc aussi incroyable que cela puisse paraître, on est scientifiquement incapable de déterminer comment Magali est décédée. Bon, il faut quand même faire preuve d'honnêteté intellectuelle. C'est vrai qu'aux Antilles, on est dans un climat tropical très humide. Le corps a été exposé aux intempéries pendant des semaines. Il a été soumis à la chaleur, à la pluie, l'humidité. Cet environnement très particulier a accéléré la décomposition et le corps n'a pas bien été préservé. Ça a pu effacer les éventuelles traces d'une agression qu'aurait pu subir Magali. Les autorités restent donc très prudentes quant aux causes exactes du décès, mais toutes les hypothèses restent ouvertes, précise le procureur. Pour Éric Méjean, le papa de Magali, la disparition de sa fille est bien une affaire criminelle. Il y a un indice assez flagrant qui va dans ce sens, c'est que le corps de Magali était à demi dénudé quand on l'a retrouvé. Mais force est de constater que l'autopsie n'a pas été concluante. Les examens post-mortem n'ont apporté aucune explication claire sur ce qui s'est passé. En conclusion, la cause exacte de la mort de Magali reste inconnue. Le 26 mars 2014, une instruction pour homicide volontaire est ouverte. Le 27 mars, un rebondissement va survenir. Les parents de Magali veulent voir l'endroit où on a retrouvé leur fille. Ils vont sur place, près de la ravine à Chalvet. Et là, ils font une trouvaille inattendue. Ils trouvent l'un des 2 appareils photo de Magali à seulement 10 mètres de l'endroit de découverte de son corps. Donc là, ils n'en reviennent pas. Surtout qu'apparemment, la zone avait déjà été fouillée. L'appareil photo va donner lieu à des analyses techniques. Les dernières photos faites par Magali et enregistrées sur le disque dur de l'appareil ne vont livrer aucune information. On ne va rien apprendre grâce à ces photos. Mais la carte mémoire amovible de l'appareil est manquante. Quelqu'un l'a apparemment enlevée. Suite à la découverte de l'appareil photo, les parents de Magali sont à la fois en colère et perdus aussi. Le lendemain, le vendredi, les gendarmes vont inspecter à nouveau le secteur et ils vont trouver de nouveaux objets appartenant à Magali. Ses papiers d'identité, un sac et surtout le short gris qu'elle portait le jour de sa disparition. Éric Méjean pense que les forces de l'ordre avaient mal fouillé la zone et qu'ils sont passés à côté de ces objets, qu'ils les ont loupés, peut-être à cause de la végétation qui est très dense. Mais vu leur état de conservation, certains doutent vraiment que toutes ces affaires aient été dans la jungle pendant près d'1 mois et demi. Dans l'hypothèse où tous ces objets sont réapparus mystérieusement, il faut se demander qui les a redéposés et pourquoi. Les parents de Magali ne restent pas inactifs. En parallèle du travail des enquêteurs, ils sollicitent des témoignages parce qu'ils se disent que la population locale leur parlera peut-être plus facilement qu'à des hommes en uniforme. La famille de Magali distribue donc des flyers, elle met aussi des affiches avec la photo de Magali pour recueillir d'éventuelles informations. Et les proches de Magali vont recueillir un témoignage intéressant. Des habitants vont leur raconter avoir vu Magali monter à bord d'une voiture blanche et ce témoignage sera confirmé ensuite par les enquêteurs. Il est possible qu'après s'être égaré sur le sentier, Magali ait accepté de monter dans une voiture.
Quelqu'un qui lui aurait peut-être proposé, par exemple, de la ramener au parking de la Crabière. La maman de Magali a expliqué que sa fille n'était pas d'une nature méfiante. Donc il est tout à fait possible que Magali soit montée dans une voiture avec un inconnu qui avait d'autres projets pour elle. Cette personne, probablement un Martiniquais, aurait pu la conduire dans un lieu tranquille où il l'aurait agacée. La gendarmerie a pris très au sérieux ce témoignage et elle a recherché activement cette mystérieuse voiture blanche. Elle a contrôlé près de 2000 véhicules, mais elle n'a pas réussi à la retrouver. Le conducteur de cette voiture blanche n'a jamais été identifié. En juillet 2015, Martinique Première, un média local, révèle une information glaçante. Des témoins rapportent avoir vu Magali maltraitée par un individu dans le quartier des Terres-Saint-Ville, à Fort-de-France. Les faits se seraient passés quelques jours après l'annonce de sa disparition, probablement avant le 31 décembre 2013. Je vais maintenant vous donner le récit fait par le témoin qui est assez terrible, je trouve. C'est vraiment très dur à entendre, mais bon, je vais quand même vous donner ce témoignage. J'ai été surpris de voir un gars en train de faire l'amour de manière sauvage avec une métropolitaine à même le sol, sur le trottoir. L'homme est ensuite parti et la femme est tombée au niveau d'un magasin des Terres-Saint-Ville. Elle était vêtue d'un ensemble rose avec un téléphone à la main. Je me suis rapproché pour lui demander si elle voulait que j'appelle les pompiers ou la police. Elle est repartie et elle est retombée plus loin. C'est à ce moment-là que j'ai appelé la police. Et brusquement, une voiture est arrivée avec 2 personnes, dont le type qui était avec elle. Ils ont voulu la faire monter dans la voiture, et je me suis interposé en leur disant qu'elle ne montait pas dans la voiture, car j'avais appelé la police. Le propriétaire de la voiture s'est enfui, et l'autre homme est resté avec cette femme. Une fille complètement paumée. Est-ce que c'était de l'alcool ou un autre produit? Je ne sais pas. Et ce témoin qui a livré ce récit a affirmé qu'il s'agissait bien de Magali Méjean. S'il est vrai, ce témoignage fait froid dans le dos. On en reparlera dans la partie commentaires et analyse. Fin 2015, l'enquête sur la disparition et la mort de Magali semble au point mort. Et le 17 décembre 2015, à la date anniversaire de la disparition de Magali, les gendarmes et le nouveau juge d'instruction lancent un appel à témoins, car c'est une période au cours de laquelle beaucoup de touristes pratiquent la randonnée à cet endroit. Les autorités espèrent ainsi provoquer des réveils de souvenirs chez ceux qui auraient pu croiser Magali sur ce sentier de randonnée. Le fameux sentier de randonnée près du parking de la Crabière. Le 31 décembre 2015, un nouveau rebondissement va survenir. Un courrier anonyme contenant des informations sur la disparition de Magali est déposé dans la boîte aux lettres de la gendarmerie de Basse-Pointe. Mais son contenu exact n'a pas été révélé. Les forces de l'ordre vont auditionner plusieurs personnes, faire des vérifications. Il semblerait que plusieurs membres d'une même famille aient été accusés, mais cette nouvelle piste n'a mené nulle part. C'était apparemment des dénonciations calomnieuses, des règlements de compte. Personne n'a été mis en examen et le corbeau, l'auteur de cette lettre anonyme, n'a jamais été identifié non plus. En clair, on est revenu au point de départ. En juin 2016, un nouveau témoignage apporte une nouvelle piste. Les gendarmes inspectent une distillerie désaffectée à Ajoupa-Bouillon, une commune au sud de Basse-Pointe. Certains avancent que Magali aurait été séquestrée dans cette ancienne distillerie, mais les vérifications ne produiront a priori aucun résultat. Donc on est aujourd'hui en 2022, on est plus de 8 ans après la disparition et la mort mystérieuse de Magali, et il semblerait que l'enquête soit dans l'impasse. Jusqu'à présent, aucun témoignage n'a été déterminant. Il y a quelques mois, les parents de Magali ont déploré publiquement ne pas être informés des avancées de l'enquête. L'enquête reste ouverte. On sait que 2 juges d'instruction travaillent toujours en co-saisine sur le dossier. Les parents de Magali ont plus que jamais la conviction que quelqu'un sait quelque chose sur la mort de leur fille à la Martinique. Ça fait maintenant plus de 8 ans qu'ils se battent pour connaître la vérité et un simple témoignage peut tout changer. Il faut vraiment que les langues se délient. Donc, si vous habitiez en Martinique en décembre 2013, ou bien si vous étiez en vacances là-bas à cette période, si vous savez quelque chose sur la disparition et la mort de Magali, je vous invite vraiment à contacter la gendarmerie locale. Vous pouvez le faire anonymement. Voilà, si vous avez peur des représailles, c'est tout à fait possible de le faire sans donner votre identité. S'il vous plaît, si vous savez quelque chose, dites-le parce que voilà, ça a assez duré. Mettez-vous 30 secondes à la place des parents de Magali, de sa famille, de ses proches.
Ils vivent un cauchemar depuis plus de 8 ans. C'est insupportable. Et puis je vais vous dire autre chose. Je pense que si vous témoignez, vous vous libérez sûrement aussi d'un poids, d'un secret qui doit être assez pesant à porter, et vous aurez fait une bonne action. Une action qui va dans le sens de la justice, de la lumière et de la vérité. Nous avons vu les faits, nous allons maintenant passer à la partie commentaires et analyse. L'hypothèse d'un acte criminel paraît assez évidente dans ce dossier, et j'ai la conviction que si Magali a été victime d'une agression, ses assaillants étaient plusieurs. Parce que Magali était une jeune femme très athlétique. Elle avait l'habitude de faire du sport avec des hommes, dans le cadre de son activité de pompier. À mon avis, il fallait 2 hommes pour la neutraliser. Qui étaient ces personnes? On l'ignore toujours à l'heure actuelle. Et il y a d'autres zones d'ombre. On va reparler maintenant des objets mystérieusement réapparus sur les lieux de la découverte du corps de Magali. On peut quand même douter que tous ces objets aient été là depuis le début, pendant près d'1 mois et demi, parce que la zone avait déjà été fouillée par les gendarmes, et il me semble qu'ils avaient utilisé des détecteurs de métaux. Donc ils auraient forcément repéré l'appareil photo. Si quelqu'un a ramené les affaires de Magali, il n'y a pas 36 possibilités. Première possibilité, ce sont le ou les criminels qui ont ramené les affaires de Magali sur place. Mais je n'y crois pas trop, parce que non seulement ça ne sert à rien, mais c'est franchement débile de faire une chose pareille après coup. Pourquoi ramener les objets là alors qu'on peut tout simplement les jeter dans une benne à ordures ou les détruire, les faire brûler, pour être sûr que personne ne les retrouvera. Seconde possibilité, ça pourrait être un témoin des faits, par exemple, qui aurait ramené ces objets. Quelqu'un qui saurait ce qui s'est passé. Comme le fameux Corbeau qui avait envoyé la lettre anonyme le 31 décembre 2015. Quelqu'un qui veut un peu aider la police, mais qui ne veut pas en faire plus. Elle veut juste les aiguiller peut-être vers les coupables, mais elle a peur et elle ne veut pas en faire plus. Elle n'a pas envie de plus se mouiller parce qu'elle a peur des représailles. Autre zone d'ombre, le lieu et la date précise de l'homicide. Est-ce que Magali a été attaquée à l'endroit où on a retrouvé son corps, près du petit ravin de Chalvet, ou est-ce qu'elle a été kidnappée et séquestrée ailleurs? C'est vraiment très difficile de se prononcer sur ce point, parce que des témoins ont bien indiqué que la jeune femme avait l'air égarée, elle avait demandé son chemin, elle voulait revenir vers le parking de la Crabière où était garé son véhicule, bien plus au sud. Comme déjà dit, elle a très bien pu accepter peut-être de monter à bord du véhicule d'un inconnu qui lui aurait proposé de la ramener au parking de la Crabière, mais il l'aurait amenée à la place à Chalvet, un endroit plutôt isolé, où il l'aurait agressée et il se serait ensuite débarrassé de son corps dans la ravine. Pendant près d'1 mois, on n'aurait pas trouvé son corps parce que peut-être qu'effectivement il était masqué par la végétation. Peut-être que les recherches ont été mal faites. C'est ce que suggère le père de Magali, qui a déclaré dans la presse que, apparemment, les gendarmes n'auraient pas utilisé le bon type de chien pour les recherches. Selon Éric Méjean, il y a eu des loupés dans l'enquête au début, les recherches ont été mal faites. Voilà pourquoi on n'a pas trouvé tout de suite le corps de sa fille. Donc pourquoi pas? C'est possible, effectivement, que le cadavre de Magali ait été là depuis le début, depuis le jour supposé de son agression, le 17 décembre 2013. Mais bon, d'un autre côté, il y a aussi le témoignage assez terrifiant révélé par Martinique Première, dans lequel un témoin a indiqué avoir vu Magali violentée par un individu dans un quartier de Fort-de-France, le quartier des Terres-Saint-Ville. Je ne sais pas si ce témoin dit la vérité, mais il a quand même parlé d'un ensemble rose. Et Magali portait bien un débardeur rose au moment de sa disparition, et elle avait emporté avec elle aussi une robe de rechange de couleur rose. Cet incident se serait déroulé plusieurs jours après la disparition de Magali. Ça voudrait donc dire que Magali aurait été séquestrée quelque part pendant tout ce temps. C'était peut-être Magali, mais c'était peut-être pas elle non plus. Voilà, pour être tout à fait franc, j'ai quand même des doutes sur ce témoignage. Parce que, même si le témoin est de bonne foi, attention, enlever, kidnapper une jeune femme métropolitaine, une touriste, et l'agresser ensuite de manière sauvage, à même le sol, sur le trottoir, en ville, devant tout le monde, ça n'était pas forcément très discret. Je pense que si cet incident s'est vraiment déroulé, cette malheureuse jeune femme n'était peut-être pas Magali.
C'était peut-être une toxicomane ou une prostituée qui était en prise avec un proxénète, je sais pas. Donc voilà, moi je vous avoue que j'ai vraiment un doute sur l'identité de cette jeune femme, parce que admettons que c'était vraiment Magali. Si Magali a été tuée ensuite à Fort-de-France, quelque part, pourquoi ramener ensuite son corps près du lieu de sa disparition, à 50 km de là? Ça n'a aucun sens. Il y avait sans doute des moyens bien plus simples et efficaces de se débarrasser de son corps, entre guillemets. Transporter le corps de Magali depuis Fort-de-France pour la ramener dans un secteur où elle est en train d'être cherchée, c'était quand même sacrément risqué. Parce que pendant tout ce temps-là, elle était recherchée. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas pour moi dans ce témoignage, même si, encore une fois, ce témoin était sans doute sincère. Il y a un problème de logique. On arrive maintenant à la conclusion de cette vidéo, mais j'ai encore des choses à dire, ne partez pas. Comme ça a été dit récemment, l'enquête continue dans cette affaire. La procureure de Fort-de-France, Clarisse Taron, a déclaré que le dossier, bien que complexe et volumineux, n'était pas abandonné. Elle a indiqué que 2 juges d'instruction travaillaient en co-saisine sur le dossier depuis l'été 2021. La justice mise entre autres sur les progrès scientifiques pour faire parler des scellés. De nouvelles expertises sont possibles. Voilà, donc espérons qu'on va connaître enfin un dénouement dans cette affaire qui est vraiment tragique. Un simple petit témoignage peut suffire à tout débloquer. Il faut vraiment souhaiter que quelqu'un parle et encore une fois, elle peut le faire de manière tout à fait anonyme. La procédure le permet. Les autorités judiciaires peuvent garantir la sécurité des témoins. Avant de nous quitter, je tiens à reparler de l'autre affaire de disparition mystérieuse survenue à la Martinique. Comme je vous l'expliquais, Benoît Lagré s'est volatilisé dans la nature le 30 novembre 2013 alors qu'il s'entraînait à travers les pitons du Carbet dans le nord de la Martinique, une zone montagneuse connue pour ses nombreux sentiers et sa forêt dense. Benoît préparait une épreuve d'endurance, la Transmartinique. Malgré de multiples recherches, on n'a jamais localisé le corps de Benoît. On a juste retrouvé une petite caméra GoPro qui lui appartenait sur le chemin de l'un des pitons du Carbet. Et cet endroit, cette zone est tellement escarpée que 2 sauveteurs se sont même blessés lors des recherches. De mon point de vue, il est tout à fait possible que Benoît soit peut-être tombé dans un lieu inaccessible, masqué par la végétation. Donc personnellement, je penche pour un accident dans cette affaire. C'est vraiment l'hypothèse qui paraît la plus crédible. Il faut savoir que la jungle avale tout, la nature mange tout. Mais bon, c'est vrai que j'ai aussi étudié pas mal d'affaires de disparitions étranges dans la jungle, donc qui peut savoir ce qui peut se passer dans ces zones extrêmement sauvages, isolées et dépeuplées de notre planète. J'ai déjà eu l'occasion de raconter des histoires ou parler d'affaires qui sont survenues dans la jungle, notamment en Asie du Sud-Est, en Malaisie, où il se passe aussi des événements inexpliqués. Il y a des disparitions de randonneurs ou de coureurs. Pour ceux qui s'intéressent, je vous renvoie vers des vidéos sur ma chaîne relatives à ces sujets. Pour revenir à Benoît Lagré, il était âgé de 35 ans au moment des faits et père de 3 enfants. Ce qui est quand même troublant dans cette disparition, c'est qu'on a juste retrouvé la caméra GoPro de Benoît. C'est un petit objet. On n'a rien trouvé d'autre, quoi. Rien, quoi. Et pour moi, je vous cache pas que ça reste comme un petit peu intriguant avec du recul, parce que voilà. Depuis cette affaire, voilà, j'ai eu connaissance de pas mal d'autres affaires de coureurs, de trailers, qui disparaissent comme ça sans laisser de traces, surtout dans des zones aussi sauvages. Donc voilà, le doute va continuer de planer en ce qui me concerne. Donc même si on n'a jamais retrouvé son corps, Benoît Lagré a été déclaré officiellement mort en juin 2014. Donc pour finir, une grosse pensée pour Benoît Lagré et aussi Magali Méjean, qui ont perdu la vie dans des circonstances tragiques sur l'île de la Martinique. Cette belle île de la Martinique, il faut le rappeler. J'en profite pour saluer amicalement les spectateurs et spectatrices de la Martinique qui regarderaient cette vidéo, ainsi que évidemment tous les autres spectateurs et spectatrices des autres îles des Antilles. Je pense notamment à la Guadeloupe. Pourquoi pas aussi la Guyane, tant qu'on y est, la Guyane française. Et je vous encourage chaudement à visiter toutes ces îles des Antilles françaises, si vous en avez la possibilité. Ce sont des îles vraiment où les gens sont très accueillants,
vous passerez certainement un très bon moment. Mais c'est comme partout, il faut rester un minimum prudent pour que les vacances restent un moment de détente et de bonheur. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous remercie de le faire. Si vous êtes en vacances à l'heure actuelle, profitez-en bien. Si vous êtes au travail toujours, écoutez, bon courage. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. Et en attendant, ne disparaissez pas.